Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 26 mars 2026 et Donald Trump va sacrifier des milliers de jeunes Américains en bonne santé afin de préparer l'opinion publique américaine à l'utilisation d'armes nucléaires contre la population civile iranienne. Il va employer ce que j'appelle la recette de Pearl Harbor. Quelques semaines avant l'attaque de Pearl Harbor par l'aviation japonaise, la population américaine ne voulait pas entendre parler d'entrer en guerre contre les Japonais. Il faut préciser que plusieurs mois avant cette attaque, les dirigeants américains avaient placé le Japon sous embargo et pour obtenir l'approvisionnement en matières premières, en pétrole, etc., les Japonais n'avaient pas d'autre choix que d'attaquer les Américains pour tenter de desserrer l'étau. Les services de renseignement américains savaient que les bases navales américaines installées sur l'île d'Hawaï, au milieu de l'océan Pacifique, allaient être attaquées par l'aviation japonaise. L'état-major américain aurait pu faire évacuer toutes les troupes à bord des navires qui mouillaient dans le port de Pearl Harbor. Il ne l'a pas fait alors qu'il savait ce qui allait se passer. L'état-major, sous les ordres du président Roosevelt, a simplement sorti les porte-avions de l'époque pour les éloigner du lieu de l'attaque par l'aviation japonaise. Un porte-avions, c'est plus de 5 années pour sa construction et les porte-avions allaient jouer un rôle très important dans la future guerre contre le Japon, qui allait permettre aux États-Unis de dominer tous les pays de la zone Pacifique pendant plus de 80 années. Ils ont éloigné les porte-avions et laissé dans le port quelques navires que l'on pourrait reconstruire en quelques mois. Dans ces navires étaient présents plusieurs milliers de marins qui allaient être sacrifiés pour que les médias de l'époque obtiennent auprès de la population civile américaine l'effet de sidération souhaité, puis un désir de vengeance très fort qui allait galvaniser toute la population américaine et qui allait permettre également à la population américaine de s'engager dans l'entrée en guerre contre l'Allemagne où la population juive était massacrée dans les camps de concentration. L'attaque par l'aviation japonaise a eu lieu et les médias américains ont fait ce qu'il fallait faire pour déclencher le désir d'une vengeance sans limite. C'est ce que j'appelle la recette de Pearl Harbor, qui a été utilisée par la suite à plusieurs reprises, notamment le 11 septembre 2001 avec la destruction des Twin Towers à New York et bien sûr le 7 octobre 2023 avec l'attaque du Hamas sur le territoire palestinien devenu territoire israélien. C'est une recette qui nécessite la participation des grands médias, télévision, radio, presse écrite. Aujourd'hui, nous sommes dans les préparatifs d'une situation qui va ressembler à celle de Pearl Harbor. Le lobby de la finance a choisi depuis longtemps l'homme qui convient pour mener à bien cette entreprise assez incroyable. Quand je dis l'homme, je devrais dire l'individu, car ce personnage n'est pas digne de porter le nom d'homme. C'est un individu inculte, vulgaire, menteur, pervers et idiot. Un personnage complètement entre les mains du lobby de la finance et qui convient parfaitement
pour remplir cette mission qui va également se dérouler sur le plan médiatique. Donald Trump, ce grossier personnage, est d'abord un trouillard. Entre 1964 et 1968, il obtient 4 reports d'incorporation pour ne pas aller faire la guerre au Vietnam. Après avoir été jugé apte pour le service militaire en 1966 par une commission médicale, il réussit à se faire réformer en octobre 1968 pour ne pas partir faire la guerre au Vietnam. Plus tard, il devient l'ami de Jeffrey Epstein et le fréquente pendant plus de 20 ans. Au cours d'une interview filmée, il déclare à une journaliste qui lui demande ce qu'il pense de sa fille. Il répond « Si ce n'était pas ma fille, je coucherais avec elle. Elle a moins de 15 ans à l'époque et lui plus de 50 ans. » En 1994, au cours d'un après-midi, dans l'immense appartement de New York qui appartient à Epstein, Donald Trump rencontre une jeune fille qui veut faire une carrière en tant que mannequin. Elle a 13 ans, exactement l'âge de sa fille à l'époque, et ressemble comme 2 gouttes d'eau à sa fille Ivanka. Cette jeune fille de 13 ans s'appelle Kathy Johnson. Donald Trump l'entraîne dans une chambre. Elle lui dit qu'elle est vierge et qu'elle ne veut pas car elle a peur de tomber enceinte. Donald Trump lui répond « Tu sais, aujourd'hui, tu peux te faire avorter. » Il va abuser de cette jeune fille de 13 ans, puis elle sera menacée de mort si elle raconte ce qui s'est passé dans l'appartement d'Epstein. Quelques années plus tard, Kathy Johnson racontera à une journaliste tous les détails de cette sordide affaire. Un autre journaliste, l'écrivain Michael Wolff, qui a passé plus de 100 heures d'interview avec Jeffrey Epstein pour écrire une partie de la vie d'Epstein, dira que quelques années avant sa pendaison, qu'Epstein lui avait confié que Donald Trump était capable de le faire assassiner pour protéger sa carrière. Voilà quelques aspects du personnage qui dirige actuellement la Maison-Blanche. Netanyahou lui aurait récemment dit que s'il ne faisait pas ce qu'on lui demande de faire, le Mossad se chargera de lui. Donc, à mon avis, ils n'ont même pas besoin de rendre public tous les films que le Mossad possède. Ils lui ont clairement dit qu'il disparaîtrait. Maintenant, le but est d'obtenir la reddition sans condition de l'Iran, soit par des armes conventionnelles, soit par des armes nucléaires. Pour cela, il faut que les grands médias préparent l'opinion par une campagne de propagande. L'Iran est un obstacle à la réalisation du Grand Israël et doit soit disparaître, soit être dirigé par une équipe aux ordres du lobby de la finance. Dans une guerre utilisant des armes conventionnelles, l'Iran sortirait vainqueur après plusieurs mois de guerre et l'on assistera à la destruction des grandes villes d'Israël par des centaines de missiles balistiques. Donc, les états-majors israéliens et américains savent pertinemment qu'ils n'ont aucune chance de gagner une guerre conventionnelle contre l'Iran. Et surtout, depuis que l'Iran a le soutien de la Chine et de la Russie. Donc, pour obtenir la capitulation de l'équipe dirigeante de l'Iran, il n'y a que l'option nucléaire. Le massacre de la population civile iranienne peut se faire de 2 façons. Soit
selon le modèle utilisé contre le Japon en 1945, c'est-à-dire on commence par une ville, puis on explique que d'autres explosions vont suivre jusqu'à la destruction totale, sauf si les autorités se rendent pour sauver le reste de la population, soit par un bombardement de plusieurs villes en même temps pour obtenir un choc psychologique avec probablement 30 à 40 millions de morts. Pour préparer l'opinion publique des États-Unis et l'opinion mondiale, il faut d'abord sacrifier la vie d'un grand nombre de jeunes soldats américains dans une opération terrestre avec des interventions télévisées de personnes comme le sénateur Lindsey Graham et plusieurs généraux sionistes américains qui vont expliquer que la seule façon de terminer cette guerre, c'est l'utilisation d'explosions nucléaires. Certaines personnes pensent et disent que cela entraînera automatiquement l'intervention du Pakistan avec ses propres armes nucléaires. Cette vision est naïve et le Pakistan n'interviendra pas pour venger les millions de morts iraniens. Le Pakistan a obtenu son arsenal nucléaire grâce au financement de l'Arabie saoudite. Et l'Arabie saoudite sera ravie de voir la population de l'Iran passer de 93 millions à 50 millions d'habitants et surtout de voir la disparition d'une puissance militaire très importante située à quelques dizaines de kilomètres de sa frontière est. Non, le Pakistan ne risquera pas Islamabad ou Karachi pour venger la mort de millions d'Iraniens. Est-ce que la Russie ou la Chine interviendra pour venger la mort de millions d'Iraniens ? C'est peu probable, car il pourrait éviter ce massacre en intervenant maintenant, c'est-à-dire avant que les missiles nucléaires ne soient tirés. Je suppose que si moi j'ai compris que le massacre va se dérouler, les stratèges russes et chinois l'ont compris aussi. Alors, qui pourrait intervenir pour éviter ce massacre de millions de personnes civiles innocentes? Certainement pas Erdogan, qui a continué à fournir le pétrole à Israël pendant les 170 semaines pendant lesquelles Israël a pu, grâce au pétrole fourni par la Turquie, faire voler chaque jour des centaines d'avions pour bombarder la population civile de Gaza, grâce au kérosène fourni par Erdogan et sa famille. Plus de 80 000 tonnes de bombes larguées au-dessus de la population civile de Gaza pendant les 24 premiers mois de ce génocide. Il ne faut pas compter sur l'Égypte de Sisi qui n'a rien fait pour forcer les Israéliens à faire passer les centaines de camions remplis de nourriture et de bouteilles d'eau pour sauver la population civile qui mourait de faim à Gaza. Non, la vengeance pour le massacre de cette population, de la population civile iranienne, pourrait venir de la Corée du Nord. Un pays qui a souffert pendant des décennies des sanctions économiques américaines. La Corée du Nord a la capacité d'envoyer un missile à tête nucléaire sur la base militaire israélienne de Tel Nof, là où sont stockées environ 300 têtes nucléaires de puissance allant de 2 kilotonnes à 3 mégatonnes. Je connais la gamme de puissance nucléaire d'Israël puisque c'est la France qui a procédé à tous les tests pour Israël. Et j'ai communiqué la puissance de chacune de ces 210 explosions nucléaires pratiquées par la France dans 2 de mes vidéos, avec les dates, le nom de chacune des bombes, avec notamment une 50aine de tests effectués sous des ballons
au large de Moruroa, en Polynésie française. C'est la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui, mais peut-être que Vladimir Poutine ou Xi Jinping vont peut-être intervenir avant la catastrophe. Car c'est de leur intérêt de sauver un pays comme l'Iran, qui représente un pays très important pour la Chine et pour la Russie d'un point de vue économique. C'est le passage principal de la route de la soie et surtout, l'Iran est un ami fiable pour la Russie. Il l'a prouvé pendant toute la durée de la guerre en Ukraine. C'est également un fournisseur important en pétrole et en gaz pour la Chine. Israël et les Américains ont programmé cette opération pour la fin du printemps ou le début de l'été. Car ils savaient qu'entre la fin du mois de décembre et la fin du mois de février, la Russie est protégée sur le front nord de son immense territoire par une couche de 2 à 3 mètres de glace sur l'océan Arctique. Et que pendant cette période, les sous-marins américains ne peuvent pas tirer des missiles nucléaires sur Moscou ou les grandes villes de la Russie. Pendant les périodes d'hiver, de décembre à fin février, la Russie peut prendre le risque d'attaquer les États-Unis avec ses missiles portés par ses sous-marins. C'est beaucoup plus risqué à la fin du printemps ou en plein été. Pour qu'un tir de missile passe à travers la défense antimissile, il faut qu'il soit tiré au plus près de sa cible. Tiré depuis les États-Unis, un missile a très peu de chances d'atteindre Moscou ou Saint-Pétersbourg. Mais c'est un autre sujet que j'ai déjà développé dans 2 de mes vidéos, en 2024 et en 2025, et sur lequel nous reviendrons un peu plus tard. Nous vivons une période unique de l'histoire de l'humanité. Dans quelques semaines, nous subirons en France les conséquences économiques de cette guerre déclenchée par Israël et le lobby de la finance américain. L'augmentation du prix des matières premières et la difficulté pour s'en procurer va entraîner de très nombreuses faillites d'entreprises dans notre pays. Cette situation n'est pas abordée par les grands médias et encore moins par la classe politique. Nous reviendrons sur ces questions dans quelque temps. Je pense que cette triste réalité va s'imposer, car comme je l'ai expliqué une fois, nous ne sommes plus du tout dans l'organisation de la France qui était capable de résister au cours de la Première Guerre mondiale et également en partie dans la Seconde Guerre mondiale. La répartition de la population de notre pays place la survie de notre pays dans une situation très difficile. Avant, il y avait une grande proportion de notre population qui vivait à la campagne, avec une très bonne répartition et surtout qui était capable de s'alimenter en étant véritablement autonome. Aujourd'hui, une très grande partie de la nourriture vient des pays qui sont à plusieurs milliers de kilomètres de chez nous. Et donc, nous allons voir dans quelques semaines des difficultés certainement d'approvisionnement si le conflit en Iran perdure. Et je crains malheureusement qu'on est parti pour cela. Donc, on reparlera de toutes ces questions dans une prochaine vidéo. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de savoir que des milliers de jeunes Américains vont être sacrifiés pour une cause qui n'est pas la leur et surtout pour le profit de grosses sociétés financières qui, à chaque guerre, tirent des profits énormes. Et donc, tout cela, c'est la continuité. Nous connaissons ça depuis déjà des siècles.
Et malheureusement, rien jusqu'à présent n'a pu arrêter cette façon de vivre qui est... Voilà. Donc nous parlerons de ça dans quelques temps. À très bientôt.